devant si vous voulez éviter de vous tasser au fond. On postillonne, mais pas trop. Ouais, normalement, au-delà des 3 premiers rangs, ça craint rien. Très concrètement, bienvenue pour IA ou YAPA, l'IA qui remplace les devs. Nous, on n'y croit pas. Déjà, avant de se lancer, petit sondage. Le camp de IA et le camp de YAPA. Les IA, levez la main. D'accord. Et les YAPA? Ah, ouais, on est dans un clan de YAPA ici. Ils sont déjà convaincus. Donc, on va voir ce qu'on peut en faire. Bon, on va se présenter très rapidement. Pour ma part, Yann Gloriot, directeur technique pour la France pour Soprasteria, amoureux du code, 45 ans, 38 ans de dev dans les pattes, je vous laisse faire les soustractions, et un grand fan de métal, comme vous pouvez le voir. Ah, il y en a d'autres. Toi, t'es un mec bien. Et mon acolyte. Donc Mathieu, je travaille aussi chez Soprasteria. Je suis Tech Advocate, donc je m'occupe de la communauté technique chez Soprasteria pour la France. Et aussi, je m'occupe de la plateforme DevOps qu'on a en interne pour les projets. Et sur mon temps libre, j'organise une conférence moi aussi, mais dans mon Auvergne natale, Volcamp. Donc si au mois d'octobre, vous voulez venir faire de la rando en Auvergne, il y aura Volcamp l'année prochaine. Voilà, bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va y aller. On commence direct. Juste, on va voir si ça n'a pas un air de déjà vu ce qu'on va vous raconter. Permet de coder en anglais, un langage très simple à comprendre. C'est fait pour les non-tech, une syntaxe très proche du naturel, du langage naturel. On peut auto-documenter, tout ça, tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous devinez qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est pas l'IA. Attention, c'est le COBOL. Et oui, c'est ce qu'on disait du COBOL il y a quelques dizaines d'années. Donc bon, ça fait un petit peu un air de déjà vu, quoi. Quelques troufax en plus. On nous a dit que ça allait être la fin des devs, c'est là aussi pour ça qu'on est là, pour voir si c'est la vérité. Plusieurs sources, alors que j'ai mis sur, hein, c'est des cabinets de grands consultants dans l'IT qui n'ont jamais codé de leur vie, mais qui savent que notre métier va disparaître normalement d'ici à 5 ans. Ils ont dit ça il y a 3 ans, il ne nous reste plus que 2 ans, donc il va falloir quand même qu'on commence à accélérer un petit peu, ou alors peut-être qu'ils se sont trompés. Bon, au pire, si jamais ça devait arriver l'apocalypse, on va pouvoir gagner au loto. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a un Thaïlandais qui a demandé à ChatGPT les numéros du loto. Et il est devenu très riche. 53 €. Bon, peut-être qu'en Thaïlande, c'est très riche, mais on peut gagner de l'argent grâce à l'IA. Donc au pire, on va demander à l'IA de ça. Si jamais on ne devient pas riche, on pourra peut-être changer de métier. Parce que bon, on a peut-être d'autres métiers qui vont subsister malgré l'IA. Et faire comme un avocat qui a demandé à ChatGPT de l'aider sur un plaidoyer qu'il avait à faire. Et là, ChatGPT, il a été super cool, hein. Il lui a trouvé plein de trucs super intéressants. Mais il a surtout inventé 6 jurisprudences qui n'existaient pas du tout. Bizarrement, il a perdu le procès et il s'est fait un peu gauler. Donc bon, tout ça pour nous dire que bon, il y a de l'avenir normalement. Peut-être qu'on va revenir un peu au démarrage, quoi, avant de faire une conclusion trop rapide. Tu nous rappelles un peu l'IA? Yes. On va revenir juste un cran en arrière parce qu'on parle beaucoup d'IA, de ChatGPT, de LLM et toute cette quincaillerie. Mais dis donc, raconte-moi, mais qu'est-ce qu'un LLM? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, quand on dit le chien aboie, vous me répondez la caravane. Allez, on entend une autre. La couleur du cheval blanc d'Henri. Voilà. Donc ça marche très bien en général. Vous êtes des super LLM qui savaient prédire le mot suivant si je vous donne une phrase un peu classique. Et c'est exactement ce que va faire un ChatGPT. En gros, c'est un machin qui prend un texte, qui le processe et qui nous crache un texte sur la base d'un modèle probabiliste. Donc effectivement, la caravane, il pourrait lui arriver plein de choses. Elle pourrait ralentir, elle pourrait accélérer, elle pourrait stopper. Mais non, parce qu'on l'a conditionné par tous les autres mots précédents, et ça l'a fait converger vers le mot passe, comme je vous ai fait converger vers 4 en vous parlant de la couleur du cheval blanc d'Henri. Voilà. C'est la fin de journée, ils ne sont pas encore. Ouais, sont pas... Donc, ça produit du texte sur la base d'un texte complètement conditionné, sur la base uniquement des paramètres. Après, on a toujours ces notions de température qu'on nous rappelle régulièrement. Température que je préfère traduire par degré d'alcoolémie, qui est beaucoup plus clair. Donc, plus on l'augmente, plus ça dit n'importe quoi. C'est mes mots techniques, vous allez voir, vous allez le remplir très très bien. Donc, voilà, on peut parler de la caravane, évidemment, on a dit banco. Et voilà ce à quoi me fait penser un LLM, en fait. Un LLM, c'est quelque chose dans lequel on met un palais, un token, qui va tomber en rebondissant sur des picots qu'on appellerait des paramètres, pour aller finir dans une case, qui est lui-même un autre token, qui va nous faire un autre mot. Et si on fait boucler ça un nombre important de fois, on génère tout un texte, c'est formidable. Et si on fabrique une très grande planche de fakir avec des picots de différentes tailles, c'est là où j'aurais fabriqué un LLM en bois, purement écologique. Donc,
Voilà, c'est l'image que j'en ai, c'est quelque chose, in fine, assez simple, qui juste par ses rebonds du palais sur ces différents paramètres ou picots, va déterminer ce qu'est le mot suivant. Il n'y a vraiment pas de magie. Hein. Il n'y a vraiment pas de magie. Et ça nous amène à des réflexions peut-être un peu plus loin que l'informatique, et ce qu'on a appelé un peu le paradoxe de la communication. On va essayer de dresser un portrait robot d'une situation que vous avez tous et toutes à peu près vécu au moins une fois ou voire plusieurs fois. Il est nettement vendredi soir, comme actuellement, et boum, l'avant-vente de dernière minute. Il va falloir sortir une super idée pour envoyer la super propale à notre meilleur client. L'idée, un bon coup d'IA. Je sors les 3 puces importantes, je la mets dans l'IA, il me sort un beau texte de 30 pages. Youpi, donc j'ai une belle propale que je pourrais shooter à mon client favori dans les 5 minutes qui suivent. Génial, les 30 pages et tout ce qu'il faut. Mais il est nettement vendredi soir aussi pour notre ami le client en face, qui lui aussi rêve d'aller se boire une bonne bière du vendredi comme d'habitude. Donc à la réception, ces 30 pages, c'est un drame. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Un petit coup d'IA. Pour lui demander quoi? Bah non, pas 3 puces comme à l'origine, mais je vais en prendre que 2 parce qu'on va gagner un temps fou. Donc on se retrouve avec un texte qui à l'origine faisait 3 puces, a été dilaté par l'IA pour être transporté sur le média, pour être envoyé au client, pour ensuite être resynthétisé en 2 puces, pour l'exemple, donc avec un message qui va se retrouver biaisé, qui n'est plus le message d'origine. Et ça, c'est toute la magie que nous promet l'IA, c'est-à-dire qu'on va générer des textes qui n'ont pas de valeur parce qu'ils ne sont que l'interpolation de ce qui était donné en entrée, souvenez-vous la couleur du cheval blanc d'Henri IV, je vais vous la refaire à chaque fois, et on est exactement dans ce cas de figure, et symétriquement, le client de l'autre côté va compacter le message dans la modalité qu'il veut. En fait, on est complètement à l'opposé des modalités de communication habituelles qui tendent à compacter le message sur le média et à le dilater à l'arrivée. Là, on fait exactement l'inverse. On est dans un paradoxe total en termes de communication. Voilà, un paradoxe. Le deuxième point qui nous préoccupe, c'est qu'effectivement, nos amis les LLM, pour se nourrir, pour apprendre, ils ont lu des tas de textes, des tas et des tas. En gros, ils lisent Internet. C'est bien de lire Internet aujourd'hui, mais demain, avec tout ce qu'on va générer par l'IA, on va encore avoir plus de textes à disposition qui vont eux-mêmes alimenter l'IA, qui va tendre vers la moyenne de la moyenne de la moyenne de l'IA. Et donc là, on est carrément dans l'inception, parce que c'est l'IA qui alimente l'IA, qui alimente l'IA, qui alimente l'IA, mais en tendant vers la moyenne. Donc de l'inception, on passe à la déception. Grosse animation. C'est 3 jours de travail. C'est notre meilleure vanne. Hein. Soit vous rigolez maintenant, après je vous préviens, c'est nul. Hein. Regarde, on a des droits d'auteur dessus, hein, vous la piquez pas. Voilà, donc tout ça pour dire déception, effectivement, parce qu'on va avoir une sorte de perroquet stochastique qui va avoir tendance à recracher ce qu'il a lu par un truc qui a recraché ce qu'il a lu, qui a recraché ce qu'il a lu, qui a recraché ce qu'il a lu. Bref, c'est pas gagné. Hein. Ça fait pas rêver tout de suite. Bon, on va quand même essayer d'être un peu dans le positif et dans le constructif pour voir comment l'IA pourrait quand même essayer de nous aider. Donc nous, il y a un peu moins de 2 ans, on nous a dit avec Yann, allez-y regarder, là il y a l'IA, c'est en plein essor, regardez tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc on a sorti un magnifique diagramme avec plein de trucs dedans. Pour chaque partie du cycle de vie d'un projet, on a eu plein d'idées, évidemment. Là aujourd'hui, on est quand même entre tech, donc on va se focaliser sur la partie réalisation et tout ce qui est autour du code, génération de code, de tests unitaires, de documentation, enfin tout ce qu'on n'aime pas faire, et voir un petit peu comment l'IA pourrait nous aider, ou pas. Allez, si on produisait du code déjà. Mais produisons du code, produisons. Généralement, quand on regarde les films, qu'on nous voit, on peut voir la télé et tout ça, un dev, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est un machin qui tape à toute vitesse des quantités de code assez prodigieuses. Vous remarquerez sans jamais, au grand jamais, utiliser la barre d'espace ni le retour chariot, c'est surfait, il faut arrêter. Et qui fait ça toute sa journée. Vous êtes sûr de vous? Parce que si on parle avec nos copains de GitLab, par exemple, ben oui, ils reconnaissent clairement que le temps passé à développer par jour, c'est 25% de notre temps. Donc si on optimise ne serait-ce que 20 ou 30% de 25%, ça fait 5% de variation. On n'est pas en train de révolutionner le monde, on est juste en train de toucher à la virgule. Et par ailleurs, mais on y reviendra, n'oublions pas le disclaimer que nous donne notre cher copilote à chaque fois qu'on le lance, c'est qu'il probablement, il va vous dire n'importe quoi, c'est vraiment mon compte, hein, il n'y a pas de problème, il va probablement vous dire n'importe quoi. Bref, qu'est-ce qu'on se dit de tout ça? Ce qu'on se dit de tout ça, ouais, 38 ans de dev, j'en ai vu des lignes de code, j'en ai fait. Mais l'autocomplete, c'est quoi dans notre quotidien?
on est dans son idée, on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire, on commence à taper un bout de code, et d'un seul coup, plof, on doit arrêter la frappe parce qu'il y a une proposition qui apparaît. D'un seul coup, le texte en gris, il pop. Et ce truc qui pop, on a une demi-fraction de seconde pour le lire parce que généralement, on est un peu dextère des doigts. Et donc, on a quasiment frappé la touche suivante et blam, ça dégage. Ouh, donc là, sueur, panique, terreur. Qu'est-ce qu'on fait? Backspace pour enlever le dernier caractère qu'on vient de mettre pour essayer. Ah, vas-y, redonne, s'il te plaît. Parce que, bon, c'est comme le petit chat, ça nous a attirés, quoi. On court après le laser. Et non, et non. Et puis, alors, on revient plus en arrière pour essayer de retaper ce qu'on avait, en espérant qu'il nous redonne à peu près ce qu'on avait cru lire et comprendre et se dire que ça va marcher. Moi, ça me stresse. Je sais pas si vous vous laissez en dessus, ça me stresse. Et c'est une horreur. On ne peut pas travailler comme ça, attendre que ça court, que ça galope, que ça affiche, qu'on le valide en une fraction de seconde. Et en plus, le gros problème, c'est que ce bout de code qu'on a dû valider en une fraction de seconde entre deux fracs clavier, 72 backspace et autres, il va falloir qu'on commence à coder avec. Et en fait, on n'habite plus chez nous. Parce que le code qu'on récupère comme ça par magie, on ne l'a pas écrit. On le connaît ou on l'a lu une fraction de seconde. On le connaît ou comprend relativement peu. Parce que derrière, on va se rendre compte qu'il va planter et qu'il va falloir le débugger. Mais ce n'est pas le nôtre. Et donc, ça va être l'erreur. Et on va recommencer à le patcher. Et c'est là où on transpire vraiment. Donc, sincèrement, le code qu'on n'a pas écrit, il va nous pourrir la vie. On est bien d'accord, c'est du legacy pour nous. Donc comment on vit avec? En fait, on a vraiment la phrase pour moi, c'est on n'habite plus chez nous. Ça, c'est le grand point. Et non, la vraie vie des devs, c'est pas juste faire des hello world ou des fonctions d'addition comme on peut le voir en général. Le finding, ce qu'on a derrière tout ça, enfin, mis à part, vous avez compris que l'autocomplete, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Bah, pour moi, il faut vraiment respecter l'IDE. Parce que l'IDE, quand il nous propose des completes, en général, c'est des choses qui compilent, qui marchent et qui sont vraiment cohérentes par rapport à la phrase qu'on avait, enfin, au bout de code qu'on avait tapé avant. Là, la tendance à vouloir taper n'importe quoi, ça m'énerve. Parce que le stagiaire qui me pique le clavier toutes les 15 secondes pour écrire n'importe quoi, ça ne sert à rien. On ne fait pas ça. Ben là, on ne le fera pas non plus. Ne pas générer un bout de code qui nous merci le contexte. Et un bon chat, effectivement, ça fait du bien. Un chat, hein, pas le miaou, hein, celui où on peut lui échanger. Mais effectivement, oui, pour définir une intention, c'est pas 3 lignes de bout de code. If i supérieur à 0, alors non, je ne sais pas pourquoi il décide de mettre ça. Moi, je sais ce que je veux faire. Je peux lui exprimer ce que je voudrais qu'il me fasse et qu'il me le fasse. Et pas qu'il essaie de deviner ce que moi, humain, censé être plus intelligent que lui, voudrait faire. On n'est pas dans la divination. Enfin, on parle. Bref. Le but, c'est pas d'en faire un devin, mais d'en faire quelque chose qui vous aide, tout simplement. D'où l'intérêt du chat. Et on s'est détend du prompt. Souvent, on va nous expliquer que les chancres ont besoin de prompt ingénieurs à 300 000 € par jour parce que c'est un métier génial. Oui, mais le principe du prompt, c'est une interaction. Donc la question parfaite en mode silver bullet, ça sert à rien. On a le droit de se tromper, de répéter la question et de l'affiner. Et je pense que c'est tout l'intérêt de la chose. Mais bon, voilà, on s'emballe, mais le chat, en tout cas, ça, c'est notre petit bonheur. Les TU. Évidemment, les TU, ça marche bien, parce que ça nous permet de générer les tests après le code qu'on a écrit nous-mêmes. Mais ça, d'un point de vue TDD, qu'est-ce qu'on va dire? Quand on écrit le code après, enfin, qu'on écrit le test après avoir écrit le code. En TDD, on dit que c'est pas bien. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Par contre, oui, c'est pas TDD. Mais combien d'entre vous pratiquent le TDD à 100 sur 100% de leur code? Voilà, vous êtes à peu près aussi nombreux que les IA. J'ai eu 2 mains levées hein, pour ceux qui ne voyaient pas l'ensemble. Donc voilà, 3 peut-être. Voilà. Donc sur la proportion, ouais, sur la proportion de tout ce que vous êtes ici dans cette pièce, bah, c'est quand même un chiffre assez faible. Donc ça veut dire que cette modalité de fonctionnement à l'envers, entre guillemets, par rapport au TDD, bah, ça fait quand même sens, en particulier sur des patrimoines existants, que vous n'avez pas écrits, donc vous pouvez justifier qu'il n'y ait pas de test, au miracle du miracle, mais également, bah, au moins de se dire que les tests générés, même s'ils ont peut-être un peu moins de valeur, au moins ils sont présents, ils sont là, ils vous sauveront peut-être un peu plus tard. Ça pose question. Ça pose aussi question sur l'interaction qu'on va avoir avec cette fameuse IA. Parce que, comme le disait Matt, les TU, c'est casse-pied, on n'aime pas faire ça, donc on va bénir ça sur l'IA. Parce que l'IA, elle n'a pas d'avis, donc on va lui demander de le faire. Oui, mais l'IA, c'est ma planche de fakir avec des palets qui tombent et des picots. On lui a jamais expliqué comment faire un TU, en fait.
c'est un truc qui réagit juste par mimétisme. Et donc, se dire qu'on va bénir sur l'IA les tâches qu'on n'aime pas faire, c'est comme juste une vision de l'humain qui décide de déléguer ce qu'il n'aime pas à l'IA. Pourquoi l'IA ne serait pas meilleure pour faire le code et nous ne ferions le TU en amont? Ça, ces modalités de fonctionnement qu'on a explorées, en fait, ça crée une certaine frustration parce qu'on imagine que l'IA est là pour pour adresser nos douleurs. Mais elle n'a jamais été créée pour faire ce qu'on n'aime pas faire. Mettez-vous ça en perspective, en fait. C'est pas parce qu'on n'aime pas faire une chose qu'une IA sait le faire. Bref, on va pas s'énerver. Mais en termes de pair programming, on trouve ça tout de même assez intéressant parce que ça permet de challenger et d'amener d'autres possibilités, d'autres points de vue, d'autres raisonnements. Donc il y a quand même un certain intérêt, j'ai envie de dire. Mais bon. Le code incompréhensible, Matt, parce que toi... Ouais, bah, comme tout le monde, hein, j'aime pas faire de la doc. Et on m'a dit que j'allais pouvoir donner mon code et que la doc, ça allait être magique, l'IA allait pouvoir me la générer. Souvent, dans toutes les démos que j'ai vu ça. Je pense que à peu près tout le monde, en 3 secondes, peut me dire ce que fait ce bout de code. Oui, c'est une somme. Merci. J'ai même fait faire des DSI, ça marche. Ouais. Et bizarrement, l'IA me donne le résultat exact de ce que je veux faire. Par contre, quand je lui donne ça, et ben là, qui peut me dire ce que ça fait? À part Yann, parce que c'est lui qui l'a écrit, mais c'est triché. Et ben voilà. Alors, ce que j'ai pu, c'est une représentation en binaire de je sais plus quoi. En fait, ça affiche en binaire la valeur du chiffre fourni en paramètre du main, tout simplement. Avec une notion d'indian, je sais pas quoi. Ah, j'ai vu une base de données propriétaire qui avait été écrite tout en arithmétique des pointeurs, c'était un grand moment de bonheur. Et on n'était pas loin d'un truc pareil. Mais bizarrement, là, l'IA, quand on lui demande de m'expliquer ce bout de code, déjà, il commence à utiliser des mots comme semble. On sent qu'il a perdu un petit peu la confiance. Et qu'il sort quelque chose qui est pas juste, qui est pas complètement faux, mais qui est quand même pas juste. Tout ça pour dire que, attention, parce que toutes les démos que vous voyez de tous nos fournisseurs d'IA préférés, ils vous font tout le temps des sommes, des hello world. La vraie vie, c'est pas ça. Alors, c'est peut-être pas aussi compliqué que ça, mais quand vous rentrez dans des modèles, des applications financières ou de gestion d'assurance, tout ça, il y a quand même vite des règles métiers assez poilues. Et donc, du coup, l'IA, il va vite un petit peu se perdre. Mais bon, essayons de voir un peu quand même de positif dans tout ça. Parce que oui, ça peut quand même aider. Ça va peut-être pas nous remplacer, mais ça peut aider. Déjà pour les juniors. Pour les juniors, c'est une aide pour eux. Ils vont pouvoir poser des questions qu'ils vont eux considérer comme bêtes, mais c'est une IA, donc c'est pas grave de poser une question bête à une IA, elle va pas les juger. Enfin, pas pour le moment. Peut-être que dans quelques années, si. Là où le lead tech ou l'expérimenté du projet, lui, va le juger directement et on va bien faire. En plus, l'effet rebond cool, c'est que du coup, ils vont poser déjà leur première question assez naïve à l'IA, qui va pouvoir les aiguiller. Alors attention à bien aussi leur apprendre qu'il ne faut pas qu'ils croient à l'IA à 100%. Et du coup, par rebond, ça va libérer du temps aux tech leads qui n'auront plus besoin de répondre à tout 30 000 fois à la même question. Et ça, ils sont contents, les tech leads, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire plus de code et plus de choses intéressantes. Ça peut aider aussi pour l'onboarding, qu'on soit junior ou expérimenté. Quand on arrive sur un projet qui a été mis dans l'IA, on va pouvoir lui poser des questions pour comprendre un petit peu le contexte, comment ça marche, quelles sont les règles, etc. Donc, pareil, on va pouvoir déléguer un petit peu ces tâches et demander à l'IA de nous aider pour être plus efficace là-dessus. Et après, c'est plus d'excuses quand même. On n'aime pas faire de la doc, la plupart des gens. Ça ne va pas nous générer la doc à notre place, mais par contre, ça peut quand même nous aider à générer une première trame de notre doc, avec c'est quoi les chapitres importants, c'est quoi les thèmes qui doivent être un peu parcourus, et après, du coup, on n'a plus qu'à mettre notre patte et notre savoir-faire dans les docs. Donc déjà, on n'a pas toute cette étape pénible de réflexion de comment je vais organiser le truc. Là, on va être directement dans l'efficacité sur ok, maintenant je vais recracher mon savoir pour que ça puisse servir à d'autres et je ne perds pas du temps sur entre guillemets la forme. Je me concentre sur le fond. Donc ça peut aider. Un autre sujet que souvent on nous dit, c'est qu'on va pouvoir moderniser notre code grâce à l'IA. Donc on va pouvoir prendre notre bonne vieille application en COBOL. Hop, avec l'IA, pim pam poum, c'est magique, on a une sublime IHM responsive, accessible, tout ça, et hop, ça fait des chocs à pic. Non, ça marche pas ça, je suis désolé, mais ça marche pas. Déjà parce que par le principe, c'est encore une fois comme Yann l'a dit, les IA elles s'entraînent sur ce qui est disponible sur Internet. Est-ce que vous avez vu beaucoup de code COBOL disponible sur GitHub? Ou sur d'autres sites Non. Donc du coup, obligatoirement, l'IA, COBOL, si on lui demandait de générer du COBOL, elle va vite être un peu perdue. Donc c'est déjà pas, ça va pas beaucoup nous aider. En plus, il y a déjà des solutions qui existent de transposition
pour essayer de faire ce genre de choses. Ça fait des années qu'il y a des sociétés qui essaient de faire ça. Typiquement, il y a du Jabol, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour faire du COBOL vers Java. Donc c'est ni du COBOL ni du Java. Donc les COBOListes ne veulent pas en faire, les Javaïstes ne veulent pas en faire. Donc ça ne sert à rien. Bon, ok, une fois qu'on s'est dit ça, voilà, comme je l'ai dit, c'est déjà peu entraîné, parce que peu disponible sur Internet en termes d'apprentissage. Et après, ça ressemble beaucoup à la rétrodocumentation. C'est pas aussi simple que de dire je fais une transposition 1.1 de mon code COBOL vers mon code Java ou Python ou le langage que vous préférez. Ce qui est plus intéressant, nous, en tout cas, dans ce qu'on a constaté dans toutes les expérimentations qu'on a pu faire chez Soprasteria, c'est qu'il faut peut-être inverser le paradigme. C'est peut-être plus à l'humain de faire de la rétrodoc, donc d'aller comprendre ce qui est fait dans l'application pour le retracer de manière, on va dire, écrite classique, et après de demander à l'IA de générer le code à partir de cette documentation. Parce que du coup, vous savez, vous, ce que vous allez lui demander à l'IA de générer. C'est pas, vous n'allez pas lui dire, vas-y, devine à ma place, et puis moi, je ferai le code après en fonction de ce que tu me racontes, qui sera sûrement des bêtises. Donc peut-être repenser un peu au process. Encore une fois, comme disait Yann, l'IA n'est pas juste là pour remplacer sur ce qu'on n'a pas envie de faire. L'IA, elle peut nous aider, mais il faut le prendre sur le bon paradigme. Et souvent, quand on modernise une application ou un système, le problématique de fond, c'est pas le langage. C'est plus, est-ce qu'il ne faut pas repenser les process, les paradigmes de développement, d'architecture de notre système, plutôt que de juste dire je fais une bête transposition 1.1 de mon COBOL vers mon Java. Parce que de toute façon, votre écran COBOL, si vous voulez le transposer en web, vous pouvez, hein, mais je pense qu'en termes d'expérience utilisateur, vous allez faire quelques déçus. Donc nous, la modélisation de code, de tout ce qu'on en a testé, pour l'instant, on reste grandement sur notre fin. Ce qu'on a vu par contre qui marche bien, c'est quand on fait l'effort, nous humains, de faire la doc, et après qu'on se fait aider de l'IA pour faire la transposition en code. Bon. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, hormis le fait que pour générer les images, quand même, l'IA, c'est super cool. Juste un rapide historique de comment on en est arrivé là, nous, côté Sopra. Ça fait voilà, un peu plus de 2 ans maintenant qu'on s'est mis un peu à l'IA. On a commencé en décembre 2022. Mecs qui reconnaissent l'Advent of Code? L'Advent of Code, c'est en mois de décembre, tous les jours, vous avez un petit problème de programmation à faire. On s'est dit, bah tiens, c'était les prémices de Copilot à l'époque. On a essayé de faire ça avec ChatGPT et Copilot. Ça marchait pas du tout. On a fait, bon, ok, grosse déception. 6 mois plus tard, là, on voit que GitHub Copilot a avancé et que maintenant, il est disponible en autocomplete dans les IDE. Donc, on a mis ça dans un panel de développeurs chez nous. Gros rejet. Gros rejet, parce que le côté autocomplete, qui en plus générait à l'époque des bouts de code pas complets, donc on se retrouvait avec du code généré au milieu et ça qui s'arrêtait au milieu d'une méthode, donc du coup ils disaient bah, qu'est-ce que je fais de là, qui compilait pas, etc. Il y avait des langages où c'était juste horrible, hein. On avait une application Angular, ils nous généraient du PHP, donc là on a fait ouais, ça va être compliqué, donc là autant dire que les devs ils ont fait non mais on éteint ça rapidement. Heureusement ça va assez vite avec tout ça. Été 2023, ça va beaucoup plus. On a d'autres concurrents qui arrivent sur le marché, donc on les a à peu près tous testés, en tout cas tous les majeurs. On va faire. Clairement, Copilot s'est démarqué. Donc on a dit qu'on allait commencer un petit peu à accélérer sur cet usage-là. Et ce qui nous a beaucoup aidé pour la promotion de cette partie, c'était le fait d'avoir un plugin dans l'IDE et le chat dans l'IDE. Donc comme ça, ils pouvaient demander dans le chat ce qu'ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de se débrancher dans leur browser pour aller demander à ChatGPT dans un site pour après faire un copier-coller, tout ça. Là, ils pouvaient faire directement, je veux ça. Ils pouvaient analyser, si ça leur allait, ils reprenaient. Si ça leur allait pas, ils pouvaient faire un refine, donc refaire du prompting, comme disait Yann. Et là, on a vu tout de suite une adoption beaucoup plus forte. Et maintenant, on en est à peu près à 2500 devs qui l'utilisent au quotidien chez nous, et on a des retours assez bons. D'ailleurs, je te laisse commenter un peu les retours qu'on a pu avoir. Yes. Alors, excusez-nous, parce que ces retours, ils datent un peu. Donc, je vais les commenter, je vais aussi les upgrader par rapport à ce qu'on fait. Parce que là, c'était avant la généralisation, donc c'était à fin 2023. Là, depuis, on a généralisé, on a resondé les développeurs sur leur usage de Copilot. Grosso modo, ce que ça dit, enfin, les chiffres sont toujours vrais. On est sur 90% des personnes qui disent que c'est un impact positif sur leur travail au quotidien. Ces 90% disent aussi que généralement, le temps gagné est de l'ordre de 10 à 20%. Grossièrement, c'est ça qui est mis en avant super régulièrement. Après, on se questionne aussi, c'est sur les pratiques. C'est qu'on voit qu'on a un usage assez massif du chat et tout ça. Par contre, on a parlé TU, on a parlé documentation et tout ça. On n'a pas une adoption aussi forte que ce qu'on souhaiterait sur ces features-là.
On pourrait penser qu'elle va pouvoir amener des TU tout cuits ou de la doc toute cuite. Les devs allaient sauter dessus. Ils sautent pas autant dessus qu'on ne l'aurait espéré. Donc aujourd'hui, on est plus à se questionner vraiment sur la pratique qu'on va avoir autour de l'usage de l'IA dans notre pratique craft et jusqu'où on va aller, plutôt que de focuser uniquement sur le taux de déploiement qui, bon, aujourd'hui, 2500 postes, enfin, je pense qu'on commence à être pas mal en termes de volume de postes déployés. On va continuer, mais là, c'est juste une question enfin, de déploiement. Enfin, c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, on a des bons retours, des devs qui se sentent très très vite à l'aise. Généralement, en moins de 2 semaines, ils se sentent complètement confident sur le sujet. Et enfin, sur le prompting, ce qu'ils disent, c'est que globalement, ils se sentent tous au moins advanced assez rapidement. Bon, par contre, on les accompagne beaucoup, on vient y revenir, hein, mais on leur dit pas, tiens, ta copilote, débrouille-toi. Il y a une session de formation, mais on va y revenir, parce que c'est une partie importante, voire primordiale, c'est la partie formation. C'est ok, on peut mettre à dispo l'IA pour les devs, mais dans des bonnes conditions, parce que sinon, ils vont l'utiliser, encore plus pour les juniors, hein, qui vont dire, oh, youpi, ça va faire le boulot à ma place, mais c'est pas le cas. Non. Et donc, ce qu'on nous demande aussi, c'est qui peut utiliser l'IA. On a envie de répondre, il n'y a pas d'âge. Parce qu'en fait, pour les XP, ça permet en fait de venir challenger les solutions qu'on applique habituellement. Souvent, des équipes ont été constituées depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, qu'ils ont des habitudes et des pratiques qui se répètent. En fait, l'IA vient en trouble fête. Elle vient apporter des pratiques qu'ils n'auraient peut-être pas, des nouvelles idées, des approches qui n'étaient pas pratiquées forcément dans l'équipe et qui permet en fait de perturber. Donc on a beaucoup d'usages de recherche de solutions, c'est ce qu'on constate sur nos équipes, qui veulent l'utiliser juste pour explorer un domaine, se dire bah, j'ai toujours fait comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce que je ne peux pas faire différemment? Est-ce que je ne peux pas aller chercher quelque chose de plus intéressant? Et symétriquement, pour les novices, et comme le disait Matt, c'est évidemment l'occasion de pouvoir poser toutes les questions, y compris celles dont on a trop honte d'aller voir le RT pour lui dire comment ça marche ça. Mais au moins, ça libère la question pour le moins expérimenté, ça libère du temps sur le plus expérimenté. Ça, sur ces libérations de temps, c'est quelque chose qu'on ressent. On n'a pas de réelle métrique qu'on obtient, enfin, parce que c'est très dur de mesurer toutes les interactions au sein d'une équipe, mais on arrive quand même à ressentir ce petit plus. Et évidemment, il y a encore des shit, c'est toujours la conclusion qu'on peut avoir quand on fait relire du code par quelqu'un d'autre. Bref, si vous l'avez cette ref ou pas? Parce que en fonction des publics, celle-là, elle paraît, elle est un peu outdated, on va dire. C'est pas toujours une aide. Bah oui, je voulais partager le stress de l'autocomplete. Nos devs expérimentés, vraiment, ils l'ont rejeté assez massivement. Les plus jeunes aiment bien, mais dès qu'ils deviennent un peu expérimentés, ils en ont marre parce que ça se trompe énormément. On a un taux de déchets, par exemple, sur l'autocomplete qui est de l'ordre de 90%. Donc 90% des lignes produites en autocomplete ne sont pas acceptées. Et sur ce pourcentage-là, on a environ 70 à 80% de code qui est réfactoré ensuite. Donc je vous laisse imaginer la proportion de code qui a été pris tel quel. C'est complètement ridicule. Le chat, évidemment, complètement efficace. Ce qu'on se dit, le code qui est généré qui ne compile pas, ça c'est souvent une frustration. Donc il y a tous les disclaimers qui vont bien sur Copilot. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ça donne au moins une idée de ce qu'on peut faire, mais ça ne donne pas du code qui est vraiment complètement opérant. Il ne faut pas que ça soit trop lent. Ça, on l'a eu énormément, pas avec Copilot, mais plus avec AWS, enfin, où leurs modèles étaient plutôt lents dans les derniers tests que j'ai pu faire. Et en fait, avant que Q me réponde, j'avais le temps de faire une recherche Google, obtenir le résultat et le mettre en pratique. Donc bon, alors je suis peut-être très rapide sur Google, ou on peut peut-être regarder le problème à l'envers, mais typiquement, si on a le temps de réponse important, l'ordre de 2 secondes comme on pouvait avoir sur Q, c'est ingérable. Parce qu'en fait, ça casse tout le code flow. Donc on n'est plus du tout dans sa frappe, on est nulle part. C'est horrible, c'est un stress permanent. Ça accélère le code simple, ça c'est sûr. Et comme toujours, c'est pas parce que quelque chose est pénible et difficile que c'est l'IA qui va le faire. Non, je suis désolé, le code complexe, le code difficile, on se le garde. Parce qu'en fait, pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir le prompter complètement, pour exprimer quelque chose de compliqué, il va falloir beaucoup de mots en français, qui sont pas forcément en langage compilable, donc ça serait peut-être plus efficace que je le demande directement en code. Je le code moi-même et que je laisse l'IA aller me faire mon mapper, aller me faire les trucs simples qui au final n'ont pas de valeur et qu'elle pourra très bien faire à ma place. Donc voilà, c'est plutôt à se débarrasser en fait, malheureusement, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas parce qu'une tâche est pénible et qu'on n'aime pas la faire que l'IA saura la faire. Donc on revient après sur nos classiques, le difficile, c'est pour l'humain. Le training. On a commencé à l'aborder. Effectivement, ce qu'on voit sur les équipes, si jamais
on ne les accompagne pas. Ils traversent en fait la courbe de la hype, clairement. Généralement, dans les premiers jours, on a l'effet « ça lit dans mon esprit ». C'est carrément mystique. Ils ont l'impression d'interagir vraiment avec leur duo maléfique, ou j'en sais rien, enfin un autre soi qui produit du code un peu par magie. Et vite, il touche les limites. Et il se rend compte que cet autre soi, c'est vraiment son autre soi maléfique qui a tendance à produire du code, comme on se l'a dit, qui ne marche pas toujours, qui ressemble à du code qui marche, mais qui ne marche pas toujours. C'est ça qui est encore plus sournois, parce qu'en fait, on avait l'impression que ça marchait, pas de bol. Et et pas de bol qui se répète et qui se répète, ça devient une grosse frustration. Et donc, on avait des phénomènes un peu de rejet au bout d'une quinzaine de jours, en disant « Burk, je comprends plus rien, enfin, c'est bon, ça me saoule. » Avant de revenir au nominal, en découvrant vraiment ce qu'on peut en faire. Ce qu'on a mis en place, c'est un training assez court, dans la mesure où il prend les 2-3 heures, c'est du e-learning, pour justement un peu démystifier déjà, donc avoir une explication un peu comme on le fait aujourd'hui, mais aussi et surtout derrière montrer les cas qui marchent relativement bien, ce qu'on peut vraiment demander en pratique, et non pas ce qu'on peut fantasmer d'obtenir comme résultat. Et donc en fait, on tue tout ce qui est fantasme, tout ce qui est chose incroyable pour venir sur des choses très 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 pragmatiques, pour être sûr que l'application qu'ils en auront reste maîtrisée et pas délirante. Et bien évidemment, on fait des refreshs de compétences assez réguliers parce que, évidemment, ça évolue quand même pas mal. Yes, donc en résumé, c'est un outil utilisé tel quel. C'est pas un humain, c'est un outil. Donc il faut l'utiliser. Ça va être potentiellement plus créatif que nous parce que ça a une base de connaissances plus large que nous. Qui a déjà lu tout Internet ici? Non? Bah voilà. Lui, enfin la plupart des IA un peu généralisées. Ah si, bon, pardon. On en a un, le seul, l'unique. Mais bon, bref. Ouais, peut-être. Les IA sont plus créatives parce qu'elles connaissent plus de choses que nous. Donc elles vont pouvoir aller nous chercher des idées qu'on n'aurait pas naturellement par rapport à notre champ de compétences actuel. Qui connaissent plein de suites de mots. Elles n'ont pas une connaissance réelle, elles connaissent juste comment les mots s'enchaînent les uns après les autres. Vous vous rappelez de notre amie la caravane au début, c'est juste, elle fait des statistiques sur quelle est la probabilité qu'un mot arrive après un autre en fonction d'un contexte qu'on lui a donné. Ça n'a aucune connaissance réelle, ça ne réfléchit pas. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, même si des fois ça peut faire penser à ça. Ça ne raisonne pas. Pas du tout. Enfin, ça ne va pas se poser des questions métaphysiques sur le sens de la vie. C'est juste des maths derrière, des maths très avancées que on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas, on est clair. Mais il n'y a pas d'intelligence comme son nom l'indique. Et elle peut nous faire croire qu'elle pense, parce que certaines IA, vous lui demandez comment tu vas aujourd'hui, elle va te dire, la plupart du temps, elle va te dire je suis triste. Mais pas parce qu'elle est vraiment triste, c'est juste parce que globalement, le monde est triste, et donc du coup, elle a appris sur des textes qui sont globalement tristes, et donc du coup, pour elle, elle est triste. Donc voilà. Idée, écrivons des textes joyeux, les IA seront joyeuses, on leur rendra service. Quelques points aussi à garder en tête, si vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a quand même pas mal de biais et de limitations sur les IA. Déjà, c'est la qualité des données en entrée. Attention sur quelles données une IA a été enregistrée, parce que Internet est fait que de vérité, évidemment, il n'y a aucune fausse information qui circule sur Internet. Donc attention, quand vous utilisez un modèle, de vous assurer sur quoi il était entraîné, parce que probablement, si ça a été entraîné sur une base de données qui est très mauvaise, les réponses qu'elle va vous générer, vu qu'elle ne réfléchit pas et qu'elle n'a pas de libre arbitre, elle va vous donner des bêtises. Donc ça aussi entraîne l'idée de, quand vous avez besoin d'IA, utiliser le modèle qui est adapté à votre besoin. Oui, ChatGPT, c'est incroyable, ça connaît tout Internet, mais du coup, ça connaît plein de bêtises. Si vous avez un besoin spécifique, typiquement pour du code, ChatGPT, c'est peut-être pas le mieux. Il y a des modèles qui ont été entraînés que sur du code, ou globalement que sur du code, donc du coup, qui restreint les potentiels biais et divergences qu'il peut avoir par rapport à d'autres choses. Donc, toujours bien choisir son modèle pour en s'assurer un peu des données qu'on aura en entrée et donc en sortie. Ça peut halluciner. Bah oui, ça reste des stats et donc du coup, potentiellement, on tombe un peu à côté. Donc ça, c'est de plus en plus maîtrisable par le degré d'alcoolémie comme la DIAN, qu'on appelle température dans le monde d'IA, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une température à 0 pour dire sois le moins imaginatif possible, je veux que tu sois le plus straight to the point, mais ça peut quand même arriver. Donc encore une fois, quand une IA vous donne une réponse, il ne faut pas la croire. J'en parlais avec un speaker hier à DevFest Toulouse qui a fait son talk, qui se posait une question sur un truc de sécu. Il a eu un doute, il a posé la question à ChatGPT, et du coup il a mis la réponse de ChatGPT dans son talk.
Sauf qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a dit non, c'est complètement faux. Il a fait ah bah voilà. Donc faites attention. On peut passer des fois. Attention à l'interprétabilité. Parce que le palais, quand vous le mettez en haut de la table de Fakir, un coup il va être sur 50, donc là youpi on est content, mais un coup il va être sur 5. Vous n'aurez pas 2 fois la même réponse quand vous posez la même question à une IA. Ça sera très proche souvent en fonction des paramètres que vous lui mettrez en entrée, mais ça ne sera pas 100% du temps la même réponse. Donc c'est à vous d'interpréter ce qu'elle va vous dire parce que, encore une fois, attention. Évidemment, bah ça j'en ai déjà un peu parlé avec le premier point, mais attention à toutes les infos biaisées, toxiques qu'elle peut avoir, parce qu'elle, elle va vous les recracher bêtement. Hein. Donc du coup, alors pour des adultes, c'est peut-être plus simple de détecter ça, mais de plus en plus, nos enfants vont s'en servir aussi, et on ne sait pas ce que ça va pouvoir leur sortir. Donc attention à ça aussi, faire un petit peu gaffe. Et dernier point, c'est que les IA, elles n'apprennent pas en continu. Ça coûterait trop cher. Alors, on va peut-être y arriver une fois qu'on aura cramé tous les arbres de la planète. Mais pour l'instant, les IA, à un moment, à un instant T, on leur dit c'est bon, tu as fini ton apprentissage et maintenant on te met en run. Et donc du coup, leur base de connaissances, elle a une date de fin que nous, on n'a pas. Donc typiquement, pendant longtemps, alors maintenant ils ont mis à jour, mais ChatGPT, pendant longtemps, vous pouvez lui demander est-ce que la reine d'Angleterre est vivante. Il vous disait oui, alors qu'elle était déjà morte depuis 2 mois. Quoi. Donc il n'a pas connaissance du futur. Et encore une fois, il s'arrête à un instant T quand on lui dit. Donc ça aussi, c'est assez important parce que la véracité des informations qu'il peut nous transmettre peut être un peu fausse. Bon, et demain dans tout ça. Alors nous, on fait pas mal de craft chez Sopra. Donc du coup, par rapport au craft, est-ce que l'IA peut nous aider? C'est ce qu'on croit sincèrement. En fait, c'est de se dire oui, l'IA, c'est pas le truc qui va régler tous les problèmes. C'est pas le truc qui va traiter toutes les tâches que les humains n'aiment pas faire. Mais oui, c'est quand même une aide. C'est ce qu'on voit dans les stats, c'est ce qu'on voit partout, ça apporte tout de même quelque chose. Donc la vraie question de fond, c'est de voir comment on positionne nos process craft au regard de l'IA. Comment on les revisite pour intégrer cet outil dans nos process de manière le plus efficiente possible, pour revisiter. On a parlé du TDD, se dire c'est peut-être à l'humain d'écrire le test et à l'IA d'écrire le code. C'est bizarre, mais c'est une pratique qu'on essaie d'expérimenter. C'est aussi un pair programmeur qui est toujours à disposition, qui est plus ou moins up-to-date, mais qui peut venir nous perturber dans nos pratiques en général. Et ce qu'on croit beaucoup aussi, c'est qu'il faut continuer à surveiller les métriques un peu classiques. C'est pas parce que c'est de l'IA qui l'a généré que c'est magique. Et s'assurer qu'on maîtrise toujours la qualité du code qu'on obtient en sortie. Typiquement, comme la communication, vous vous souvenez, mon commercial qui envoie la propale au client, donc qui dilate le texte, oui, générer du code pour faire des fonctions helper, oui, c'est facile. Le to-date, on peut le générer 12 fois dans toute... mais ça n'a pas de sens. Au final, on démultiplie la taille de la code base pour rien. Donc continuer à surveiller tout ce qui est couverture de code, les taux de bugs, et ainsi de suite, pour s'assurer qu'on n'est pas sur une divergence par rapport à la qualité et que l'IA ne vient pas biaiser en fait du fait de la facilité de produire du code. On va en produire plus pour la même fonctionnalité qu'on aurait pu le faire de manière beaucoup plus efficiente autrement. Voilà, c'est le genre de choses qui nous préoccupent quand même pas mal. La planète ? La planète, évidemment, quand on parle IA, logiquement, on parle rapidement du green, parce qu'on sait que l'IA, ça consomme énormément de ressources. Donc du coup, quel est le bon degré d'utilisation de l'IA? Parce qu'actuellement, on nous en file à toutes les sauces. Bon, l'IA for green, probablement que l'IA va pouvoir nous aider, de par sa créativité, pour trouver des nouvelles idées, solutions, pour pouvoir pousser le green au sein des systèmes d'information et globalement dans notre vie en général. Par contre, green for AI, c'est comment penser notre utilisation de l'IA d'une manière green. Truc tout bête, c'est que quand vous utilisez un service d'IA, il est hébergé quelque part, déjà regardez dans quel data center de notre cloud provider préféré il est utilisé. Parce que pour ceux qui connaissent un peu, si vous regardez comment l'électricité est produite en Irlande, en Pologne ou en France, l'impact environnemental n'est pas du tout le même. Donc quand on a le choix, mais un peu pareil pour votre hosting de vos serveurs en dehors de l'IA, c'est regardons les services d'IA les plus green. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Pareil, on n'a peut-être pas besoin tout le temps du modèle de 150 Tera de paramètres, de 150 Tera de données, parce qu'on a un besoin hyper spécifique de code ou dans un domaine métier particulier, on va peut-être prendre mieux un plus petit modèle, qui en plus sera probablement plus pertinent, parce que du coup, il aura moins de données un petit peu parasites dans son apprentissage, et il consommera moins de ressources quand on va l'utiliser. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. Pour ceux que ça intéresse, il y a Hugging Face, ils ont sorti, je vous rajouterai le lien quand je lirai les slides,
où ils ont fait un calculateur pour savoir un peu quand vous faites un prompt en fonction du modèle de données, etc., du modèle de d'IA que vous utilisez, ce que ça consomme en énergie. Donc ça vous donne aussi un peu l'idée de voir, si je fais du chat GPT, du Llama, etc., qu'est-ce que ça consomme derrière. Éco-conception, tout n'a pas besoin d'avoir de l'IA dedans. Nous, on voit, côté Sopra, on a des éditeurs qui nous appellent tous les jours pour nous dire « Ah, on a rajouté de l'IA dans notre solution ». Ok, vous avez fait quoi? Bon, en gros, ils ont fait un call d'API à OpenAI pour avoir un chatbot dans leur solution. Grosse plus-value. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin de l'IA? Donc, un peu comme dans l'éco-conception de manière générale, pensons nos features avant. Qu'est-ce que l'IA va nous amener? Plutôt que juste dire « Je mets de l'IA pour pouvoir être bankable sur le marché », et qu'au final, on consomme des ressources pour rien. Pour conclure, ce qu'on a essayé de vous dire, hormis le fait qu'on a un humour pourri et des références un peu outdated, c'est que l'IA, ça peut être bien si c'est utilisé comme un outil, comme un aider, mais que les humains, on reste mieux parce que l'IA apprend de nous et pas l'inverse. Donc s'il y a quelque chose à retenir de ce talk, en tout cas ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est de garder le contrôle de votre utilisation de l'IA. Merci. Merci à vous. Pensez à notre lien Open Feedback, ça nous importe beaucoup les retours. Et évidemment, s'il nous reste quelques minutes et quelques questions, mais là, je me tourne vers l'organisation. On a 2 minutes. Ah, c'est une question de... Je voulais juste faire quand même une petite remarque, c'est que quand vous disiez que les IA sont figées, c'est pas tout à fait vrai, parce que Copilot, il apprend. Je lui ai demandé de générer un bout de code, je suis aperçu qu'il était buggé. Et 3 mois plus tard, quand j'ai fait ma démo pour montrer qu'il était buggé, il n'était plus buggé. Oui, parce qu'il renouvelle régulièrement les modèles. Et ça, on est en lien avec TUG, enfin avec GitHub. Effectivement, il échange. Là, il y a GPT-4o qui va sortir. Il y a aussi Claude qui a été mis à disposition là aussi. Et en fait, petit à petit, c'est pas, avec 3 mois d'intervalle, c'est clairement pas le même modèle qui était derrière. Donc le modèle n'évolue pas, c'est le service qui utilise les modèles qui se met à jour. Non, mais clairement, mes conditions d'utilisation, en fait, la version gratuite utilise le code du développeur pour ça. Ça, c'est le contexte par contre, mais ça, c'est pas le modèle, hein. C'est ce qu'on enrichit quand tu promptes pour que le modèle. Enfin, c'est en gros du rack, quoi. Il se base en plus, il a sa base de connaissances. Tu lui donnes du contexte pour dire moi, quand même, globalement, je travaille comme ça, donc inspire-toi en plus de ce que je t'amène. D'autres questions? Remarques? Et bien sinon, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne keynote. Merci à vous.